Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Oui, bonsoir, merci et encore merci pour l'invitation. Et bon, on a passé la période classique de la comédie musicale, donc tout de suite, on est dans des eaux plus bis. Et effectivement, c'est le cas de John Waters, qui a commencé sa carrière à la fin des années 60, qui a complètement scandalisé avec Pink Flamingos en 72, qui a été condamné qui a eu une amende quand même, je pense seulement, pour obscénité. Enfin, il y a qui a travaillé beaucoup avec la drag queen Divine, que vous avez peut-être vu dans Hairspray. J'en passerai un extrait tout à l'heure, en 88, mais avant, il y a eu Polyester, le film en odorama avec une petite carte à gratter au début des années 80, en 81. Voilà, donc si vous avez vu Hairspray, vous voyez à peu près de quel univers, même visuel, il s'agit. Et tout ça est une extension aussi, quand même, du teen movie. Hein. C'est parce que, pour vous montrer aussi que la comédie musicale... Enfin, je pense qu'on a vu au cours des deux cycles de comédie musicale que la comédie musicale, au lieu d'être un genre très marginal finalement du cinéma hollywoodien, je pense qu'en fait c'est l'inverse. C'est un genre qui peut contenir absolument tous les genres, jusqu'à, mettons, quand c'est Tim Burton avec Sweeney Todd, des humeurs mélancoliques et noires, voilà, qui peuvent être complètement contenues dans la comédie musicale, même si elle est mal nommée en français. On en a déjà parlé, le mot comédie s'applique pas toujours. Mais donc, elle peut contenir, y compris la parodie, y compris des genres préexistants du cinéma, et notamment, vous allez reconnaître sans doute des allusions, ou en tout cas une digestion je dis un peu au hasard, mais West Side Story par exemple, ou Rebel Without a Cause, La Fureur de vivre de Nicolas Ray, ou voilà, Grease, dont j'espère vous passer aussi un extrait après, le film de 1978 avec Travolta et Newton-John, dont on parlait la dernière fois à propos de la fièvre du samedi soir. Donc voilà, vous voyez ce qu'en fait John Waters. En réalité, c'est pas du tout quelqu'un qui ne fait que recycler la culture populaire américaine. C'est quelqu'un qui a une vraie pulsion subversive, une vraie détermination politique de ce point de vue-là. Et donc, vous voyez ce qu'il en fait quand il commence malgré tout, quand il fait le choix de faire un film à gros budget hollywoodien avec un studio. Le film est distribué par Universal. Gros budget à l'époque, 13 millions de dollars, qu'il n'arrivera d'ailleurs pas à récupérer en recettes. Et puis, star pour les adolescentes, à savoir, c'est Johnny Depp dans son premier rôle en tant que premier rôle au cinéma, et qui était la gloire de 21 Jump Street, la série, et que John Waters ne connaissait pas avant de devoir trouver un jeune premier bankable. Et donc il dit qu'il est allé acheter des magazines pour ados. Il a pris tout un paquet de magazines et il a vu que celui qui était le plus souvent en couverture, c'était lui, et c'est comme ça qu'il y est allé. Johnny Depp, acteur, malgré sa renommée récente, très infamous, a une carrière d'acteur en réalité très variée, très intéressante. On en reparlera peut-être, mais en tout cas là, c'est un premier rôle. C'est pas vraiment lui qui chante, hein, du point de vue vocal, mais vous allez voir que ça n'est pas la seule transgression du film, loin de là. Donc peut-être on voit d'abord le film, et puis j'espère que vous resterez après pour échanger. Je serais évidemment curieuse aussi de ce que vous en pensez en regard de tout le reste du cycle, qui est quand même empreint par une forme de classicisme et de, pourquoi pas le dire, de conservatisme aussi hollywoodien, hein, dans les récits. Donc ce serait intéressant de voir ce que le décalage provoque, s'il est si provocateur que ça. Voilà, bon film. Ça vous change d'Elvis. Il y a un petit peu de Jailhouse Rock, inspiration dans la scène de la prison. Bon, alors ce film que j'ai revu avant de venir, mais que j'ai revu sur petit écran, et qui a quand même des durées différentes quand on le revoit sur grand écran aussi, et dont je me souvenais que l'avoir vu quand il était sorti, donc en 1990, à l'âge de 15 ans, et d'avoir acheté la cassette avec toutes les chansons, et de me souvenir assez bien en fait de ces chansons. Pour moi, c'est l'une des qualités, c'est que chacune des chansons est assez mémorable du point de vue de la mélodie, en tout cas.
par quoi on commence? Par le fait que peut-être, je vous ai promis une transgression dans la démarche de John Waters, et vous voyez là qu'il a décidé d'être beaucoup plus mainstream, beaucoup plus sage en quelque sorte, avec ses oppositions entre les deux, entre les Drapes, entre les coincés et les rebelles, mais dont on voit bien qu'il y a d'une part une référence un peu rétro, mais on pourra y revenir. Est-ce que le film est rétro ? Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il parodie aussi, mais qu'au fond, cette critique du puritanisme américain, elle est un peu à double tranchant. On peut se demander si lui n'est pas, avec ce fond bon enfant et cette capacité notamment de la grand-mère Square à finalement quitter ses principes rigides. Voilà. Où est-ce que lui se situe, et est-ce qu'un film comme ça est si subversif ? Je crois qu'il réfléchit déjà sur un cinéma qui est un cinéma lui-même rétro, à savoir le cinéma, donc le teen movie, mais surtout le cinéma de la fin des années 70 dont je vous parlais, Grease surtout, qui lui-même, donc en 78, regardait une adolescence de manière parodique, regardait l'adolescence des années 50-60 en la faisant jouer par des gens qui n'avaient pas 15 ans, qui n'avaient pas 20 ans, qui avaient plutôt 25-30 ans, et qui étaient censés être déjà des lycéens. Je ne sais pas si peut-être on peut même tout de suite passer le premier extrait, parce qu'on parle de Grease, mais finalement on n'en a pas passé un extrait la dernière fois. Tu veux envoyer Grease maintenant ? Est-ce que c'est trop tôt de vous montrer un extrait d'un autre film ? Quand tu veux. Moi, je veux bien, pour une fois, qu'on passe l'extrait de Grease, et de cette idée que comment la comédie musicale absorbe le teen movie, le film pour adolescents, mais en le modifiant, en le faisant d'abord bien sûr chanter et danser, mais aussi quand même jouer et danser par des gens qui sont toujours plus âgés que leur rôle. Finalement, en voyant quand même les deux à la suite... Bien sûr, il y a des points communs de cette parodie du teen movies avec les deux groupes, les garçons, les filles, et la fausse pudibonderie affichée en tout cas sur les couleurs des costumes, les jupes longues, les pink ladies, les coiffures un peu ridicules, etc. Et en même temps l'hypersexualisation quand même des paroles et puis des chorégraphies. Mais quand même, quand on voit comme ça les deux à la suite, moi je ne sais pas ce que vous en faites, mais il me semble que ce qui frappe quand même chez John Waters, c'est que c'est pas tout le monde il est beau. Donc c'est vraiment un cinéma qui a sa troupe. Alors il y a des acteurs ou des gens de télévision, ou il y a Iggy Pop que vous avez reconnu peut-être dans le rôle de l'oncle Belvédère. Moi je reconnais comme ça Ricky Lake, qui avait ensuite un show à la télé que j'ai regardé quand je vivais aux États-Unis, mais voilà, qui sont des figures comme ça, qui constituent une sorte de troupe pour John Waters. Et évidemment vous aurez remarqué que c'est des trognes, ou bien c'est des corps qui sont pas standards, qui sont soit gros, soit laids, soit autres, voilà, qui sont différents. Et quand même le film célèbre cette différence, c'est-à-dire que c'est pas une sous-intrigue, c'est pas juste un personnage qui est traité d'une façon ou d'une autre. C'est en fait, tout le monde est d'une certaine façon hors norme du côté des Drapes, et il le maintient. C'est-à-dire que voilà, ça pourrait, et c'est vrai que voir cet extrait de Grease après, par contraste, montre que Grease veut absolument maintenir ce corps glorieux, ces visages glorieux des deux, et que si vous vous souvenez, Cry Baby finit sur, voilà, on est passé d'une seule larme à deux à la fin, mais il me semble qu'on sent davantage un premier degré au fond du sentiment, de l'amour, de quelque chose qui serait de l'amour pour tous les corps et toutes les classes d'une certaine façon sociale, je trouve, plus chez John Waters plutôt que dans Grease, ou disons le teen movie musical, dans sa forme musicale, dont on voit bien malgré tout la destinée commerciale, c'est-à-dire qu'il s'agit de se connecter aux adolescents de la fin des années 70, de leur faire entendre une musique qui, même si on représente des gens des années 50, sonne avec un son de guitare suffisamment années 70, et puisse
voilà, d'une certaine façon, avoir une destinée commerciale. Il me semble que John Waters, même dans son film le plus destiné le plus au grand public, on voit bien qu'il se referme d'une certaine façon, délibérément, sur ce monde. Il a dit que lui-même, il dit que le bon goût, enfin vraiment, c'est le mauvais goût, pardon, c'est vraiment ce qui vénère, etc. Et puis dans tout le film, il est question d'ordure. Et pourquoi est-ce qu'il est question d'ordure? Il y a ce côté organique, avec jusqu'à l'humour aussi du rat, hein, quand il suit le petit rat, et puis que finalement cette idéalisation-là, hein, parce que c'est un petit peu si vous avez vu le film de Chaplin, Charlot s'évade, là aussi c'est une inspiration à ce moment-là quand Cry Baby s'évade. Évidemment, il peut, même le rat ne lui montrait pas le chemin, en fait. Mais tout ça, c'est une réflexion aussi sur l'ordure à travers le film. Et pourquoi? Parce que, il me semble, aussi pour une raison idéologique, parce que le film est, de même que Hairspray était contre la ségrégation, contre une Amérique qui continuait à ségréguer, même une fois l'intégration officiellement faite, eh bien, de même, ce film-ci, il est contre la ségrégation sociale, bien sûr. C'est ces deux classes avec les deux héros qui sont rapprochés parce qu'ils sont orphelins. Et aussi, donc, je disais l'ordure parce que le white trash, vous connaissez l'expression white trash, hein, qui désigne justement des gens de classe, des gens blancs pauvres aux États-Unis. Et c'est une expression qui continue à être employée par certains. Et donc, comme dans tous les processus si vous voulez, de récupération volontaire d'une insulte, d'un mot stigmatisant, eh ben, il faut l'embrasser pour dépasser la stigmatisation, comme il peut y avoir avec certaines orientations sexuelles ou autres. Donc s'appeler soi-même PD, etc. Et donc, pour John Waters, il y a cette dimension-là. On les appelle white trash, ben, regardez, on y va, et d'explorer cette différence plutôt que de la masquer, de la subsumer dans quelque chose. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous frappe. Est-ce que vous y voyez uniquement de la parodie? Enfin voilà, comment à mon avis, ce qui est un faux rétro, c'est-à-dire ce qui est un faux second degré et finalement plus un premier degré chez John Waters, vous apparaît? Alors, ouais, si quelqu'un va prendre la parole, moi je vais commencer par faire une remarque. C'est vraiment ce film me procure vraiment de la joie en le voyant. Et je trouve qu'en ça, c'est sans doute une comédie musicale réussie. C'était un des critères. Ouais. Parce que, en fait, c'est comme tu dis, en fait, la joie de célébrer aussi des corps différents et oui, de voir qu'il y a finalement il y a l'humour, il y a la musique, en fait, et cette manière, enfin. Aussi quelque part d'une certaine manière de pas être réaliste aussi. Enfin, c'est-à-dire que il y a, comment dire, cette manière de rejouer les années 50, mais comme elles n'ont pas pu exister, en fait, parce qu'il y a il fait revenir toute cette musique qu'on adore, en fait, et il la remet en scène dans un univers un peu fantasmé alors des coincés contre les rebelles, mais donc les bons contre les méchants. Mais ça s'est pas passé comme ça, et moi je trouve ça à la fois assez beau et en même temps, d'une certaine manière, j'ai un peu cette impression que c'est un peu sa manière à lui, en fait, de répondre au cinéma américain des années 80, on l'a souvent dit, hein, que c'était un cinéma qui avait réactivé un peu tout ce qui s'était fait pendant les années 50, essayer de réactiver l'Amérique glorieuse des années 50, mais avec aussi tous ses défauts, quoi. Oui, le consumérisme, la marchandisation, le libéralisme à outrance du réganisme dans les années 80. Voilà, et puis également, ce côté où c'est la réactivation de toutes les peurs, les différences sociales, etc. Et oui, et ce film, en fait, prend le contre-pied. En fait, moi, il y a un truc que je trouve intéressant aussi, après je vais arrêter de parler, c'est que entre la tante d'Alison et
je me souviens plus, pour Cry Baby, c'est la grand-mère, c'est ça. En fait, j'ai cru que c'était les mêmes actrices, en fait. Et je trouve qu'elles se ressemblent vachement. Et à mon avis, c'est fait exprès. Enfin, je sais pas. J'ai pensé aussi. Et il y a quand même un côté, les deux faces de la même médaille, en fait. C'est-à-dire que ils ont besoin l'un et de l'autre pour exister. Enfin, je veux dire, John Waters a quand même besoin des gens coincés, quoi. Enfin, et inversement. Enfin, voilà. Oui, alors du coup, ça peut aussi abîmer le récit, c'est-à-dire le fait qu'on sente assez vite que cette opposition, elle est politiquement soutenue, mais dans le récit, on voit bien que dans son amour des personnages, dans l'affection qu'il a en fait pour tous ces personnages, ça inclut aussi entre guillemets les méchants. Et je suis d'accord qu'il y a un effet de symétrie très fort entre ces deux actrices. Voilà, la grand-mère Square, ça va m'échapper son nom, c'était une actrice dans les années 50, elle n'a pas eu une longue carrière, et si vous regardez sa photo dans les années 50, elle se ressemble, elle n'a pas beaucoup changé. Comment elle s'appelle? Voilà, oui, Polly Bergen, voilà. Et l'autre grand-mère, Suzanne Tyrrell, c'est vrai qu'elle est aussi grimée, elle a les traits un peu de Norma Desmond, comment s'appelle-t-elle? de Boulevard. Non, mais l'actrice, voilà. Bon, Gloria Swanson. Voilà, Gloria Swanson, l'actrice du muet, qui revient en 1950 dans Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, qu'on verra l'année prochaine. Mais il y a effectivement des traits semblables de cette femme de 50, 60 ans, avec un visage d'une beauté classique, mais exacerbée. Parce que l'utilisation du maquillage, mais aussi des chapeaux, je trouve qu'il y a un travail sur les chapeaux dans ce film, dont des chapeaux qui ressemblent aux chapeaux de Wanda de Barbara Loden. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait passé pendant le confinement, donc en ligne, qui sont ces chapeaux qui ressemblent un peu à des fleurs qu'on met sur sa tête et qui ressemblent aussi aux bonnets de piscine de cette époque-là. Il y a tout un travail là-dessus d'accessoires, de maquillage outrancier, a fortiori pour Hatchet Face, celle qui a la gueule tordue, qui ressemble à un Picasso vivant. Et ben non, on va lui mettre en plus du maquillage outré. On va pas essayer de rééquilibrer ses traits. Donc il y a effectivement ce travail-là. Et moi, je sens effectivement une affection, je ne sais pas comment dire, un amour qui s'étend finalement aux deux. Donc le récit d'opposition des coincés et des rebelles, on n'est pas complètement investi en tant que spectateur là-dedans. On voit bien que ce monde-là, ce monde de l'Amérique d'Eisenhower, finalement, il porte un regard aussi aimant que critique, me semble-t-il, dessus. Oui. Parce que le regard critique, il est sur, au fond, la violence de cette société qui fait des beaux gâteaux, qui porte des beaux habits, qui chante des chansons douces, etc. La première chanson que chante le petit club de garçons, la petite bande, le petit groupe de garçons en costume blanc, c'est vraiment voilà, des chœurs, enfin quelque chose de séraphique, d'angélique. Et puis, de quoi on s'aperçoit? Qu'en fait, ils sont capables de la pire violence. Donc ça commence avec le coup de poing donné par Baldwin à Cry Baby, et ça va aller crescendo. Alors, deuxième crime, ce même Baldwin lance la moto en feu sur un jukebox, c'est-à-dire que détruire un jukebox dans une comédie musicale comme ça, en fait, c'est le crime capital. Et puis, troisième, dire mon grand-père, c'est celui qui a free ton père, hein, qui a appuyé sur le bouton de la chaise électrique. Donc cette violence-là, c'est assez astucieux comme trouvaille de l'avoir exprimée de toutes ces façons différentes. C'est quand même une classe qui est montrée dans sa violence à travers ça, dans une violence qui est en fait qui cause la mort, qui est vraiment une violence criminelle, une violence de domination de classe, etc. Et en même temps, on a l'histoire du juge avec la grand-mère, on a voilà, une espèce de côté bon enfant qui brouille un peu ces pistes-là d'anarchisme dur, quoi. C'est un anarchisme qui est un peu dissous dans le côté bon enfant. Oui. Attends, je vais juste te donner le micro, s'il te plaît.
Non, je veux juste dire, il y a un petit couplet, enfin, il n'y a pas qu'un petit couplet, mais politique, parce qu'il fait dire dans la bouche de William Dafoe en prison, bon, bien sûr, vive Dwight Eisenhower, mais Roy Cohn et Nixon. Et alors, vu ce qu'on y pense, pas dans les années 50, mais dans les années 70 et après, je pense que là, c'était pour mettre un deuxième petit coup aussi. Oui, et toute cette... Il y a des allusions aussi... Alors, c'est peut-être plus marqué, la violence policière, dans Hairspray, finalement. Mais là aussi, je veux dire, il est ce gardien de prison avec une espèce de poissade sexuelle, voilà, quand il passe dans les rangs, et effectivement l'expression de l'oppression politique absolue, et avec ce visage de William Dafoe qui est vraiment parfait dans ce rôle. Donc cette violence, elle est là, et on pourrait dire aussi cette sexualité qui n'est pas représentée vraiment, enfin qui est... Donc il est à la fois contre le puritanisme de cette ère Eisenhower, et en même temps lui-même, il pourrait à cette époque-là montrer des choses, y compris sexuelles, beaucoup plus explicites. Donc il adopte volontairement les codes de cette époque. C'est en ça qu'il se met dans une position rétro, d'une certaine façon. Pas toujours, mais je pense à cette scène d'ouverture. On a aussi choisi le film un peu pour ça, parce qu'on s'est dit qu'un vaccin pour ouvrir un film, bon, c'était en ces temps, vous vous souvenez, c'est le moment où ils se font vacciner contre la polio. En réalité, ça aussi, c'est une trouvaille de mise en scène. Leur première rencontre, donc entre elle et lui, c'est exactement une scène, pardon, mais de pénétration. Hein. Il y a les grosses aiguilles qui se mettent dans leurs bras au moment où ils se rencontrent, et puis à la fin, la larme qui coule sur le visage de Crybaby. Mais on n'est pas obligé de le voir comme ça, évidemment. On rentre dans le film, on est vierge de tout préjugé, et on n'est pas du tout obligé de voir cette métaphore. Mais évidemment qu'elle y est, et qu'elle est délibérée, et que je ne suis pas une obsédée sexuelle, s'il vous plaît. Ouais, mais John Waters nous y force un petit peu, parce que le choix en casting de Tracy Lords, c'est pas au hasard non plus. Voilà, donc Tracy Lords qui joue, alors comment elle s'appelle dans le film, Wanda, voilà, avec la frange et les grands cheveux blonds, qui est non seulement qui était une actrice porno, mais dont le scandale 3-4 ans avant avait révélé qu'elle avait travaillé dans l'industrie pornographique alors qu'elle était mineure. Donc il y a aussi ça, ce côté saltimbanque, enfin cette troupe de gens qui sont marginaux à bien des égards. Les personnages le sont, physiquement ils peuvent l'être. Finalement, quand on y pense, Johnny Depp, sa tête, son visage, c'est très bizarre ce qu'il en fait, parce qu'il est finalement beaucoup moins standard dans son visage, un peu émacié comme ça, à peine avec une pilosité à peine développée, etc. Je trouve que même ce visage est rendu... bon, c'est le beau gosse, c'est l'un des deux beaux gosses du film, mais en réalité, il est lui-même pas si standard que ça. Donc, bien sûr, l'intéresse, y compris la biographie des acteurs, y compris le fait que Johnny Depp, il a été enfant maltraité, qu'il a été délinquant, qu'il a cette violence en lui. Bon, alors maintenant, vu de maintenant, où il est aussi devenu lui-même violent dans la vie, c'est triste. Enfin, on voit une espèce de déterminisme de la violence qui est terrible. Mais comme par hasard, dans ses rôles, repensés à sa carrière, il y a assez souvent ces explosions-là de colère, de violence. Alors là, c'est mis à distance. Il joue de manière évidemment parodique, pas très réussie, à mon sens, finalement. Mais pensez à Sweeney Todd. Hein, je ne vous ai pas amené d'extrait, mais c'est un personnage d'une violence voilà, qui va jusqu'à une sorte de cannibalisme, en tout cas jusqu'au meurtre, et qui exprime, dont la source de la colère est sans fond, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un motif narratif, et à la fois on voit bien que c'est complètement pulsionnel, et c'est un tonneau des Danaïdes. Peut-être on passe l'extrait de Hairspray, ouais. Parce qu'il y a un personnage qui manque évidemment dans ce film-ci, et qui est divine, et pour cause, puisqu'elle était morte en 88, et dont je trouve que c'est une sorte d'élément de pièce manquante sur cette représentation de l'Amérique des années 50, dont il faudrait, pour
aussi compléter cette espèce de vision que le cinéma hollywoodien a pu donner de cette période à la fois glorieuse économiquement, glorieuse dans ce qu'elle a apporté visuellement. Il faudrait pour ça voir les mélodrames dont on a déjà parlé ici de Douglas Sirk des années 50. Il suffit de faire jouer la housewife, la bonne mère de famille par une drag queen pour que déjà il y ait ce décalage. Et puis le film est dans le milieu justement du talent show télévisé de danse. Alors c'est moins, il n'y a pas de chanson, mais c'est beaucoup des danses. Et vous aurez reconnu aussi Ricki Lake qui joue dans Cry Baby plus tard. Et c'est intéressant parce que Hairspray parle déjà de quelque chose qui est la récupération de quelque chose, puisque c'est la télévision qui s'appelle elle-même le Corny Collins Show. Donc corny, ça veut dire ringard, mièvre, enfin voilà. Donc c'est une espèce de récupération de tout. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que dans ces danses de ces petits blancs de la petite bourgeoisie américaine, il y a tout un rapport avec la musique noire et la danse noire qu'ils intègrent, qu'ils le veuillent ou non, dans leur propre gestuelle, dans leur propre chorégraphie. Et ça va être une thématique du film dans Hairspray. Ça, c'est malheureusement pas présent. Je me dis qu'entre les deux, on a hésité. Je ne sais plus si Hairspray était montrable en salle, en grand. Je pense, oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une dimension qui n'est pas dans Cry Baby, puisqu'il s'est vraiment focalisé sur la classe, sur vraiment des gens qui vivent dans un trailer comme la grand-mère de Cry Baby et qui viennent de cette Amérique mise en prison pour rien, tuée pour rien. Donc c'est plutôt là-dessus, mais il a la même conception que celle qu'il avait par rapport à la question des droits civiques dans Hairspray. Et voilà, je ne sais pas si le film vous a intéressé, plu, procuré de la joie. Ouais. Est-ce qu'il valait la coiffure spéciale? Alors, ouais. Moi, je suis un petit peu mitigée parce que j'ai été très choquée tout le long du film enfin pas des physiques, mais des maquillages, justement des plus pauvres. Alors autant je trouvais que la parodie sur les coincés était bien parce qu'ils étaient vraiment coincés dans leur truc. Autant j'ai trouvé que c'était limite un peu too much, avec des maquillages mal faits. Je vois pas pourquoi, parce qu'ils sont pauvres, ils sont mal maquillés, ils sont sales, ils sont machins. Et ça m'a un peu gênée, en fait, ça. Alors, soit c'était pour nous, finalement, plutôt montrer le regard qu'on a, alors qu'en vrai, ils n'étaient pas comme ça, mais nous, on les regarde comme des gens plus moches qu'ils ne sont. Autant Johnny Depp et sa sœur, celle qui joue le rôle de sa sœur, je trouvais qu'ils avaient finalement, ils étaient bien, ils représentaient leur classe. Autant la grand-mère, Iggy Pop encore ça allait, la grand-mère et la fameuse gueule cassée. Elle m'a gênée cette gueule cassée parce que je trouvais qu'on amochait encore un petit peu plus. Et je vois pas pourquoi elle aurait été plus moche, qu'elle aurait pu aussi être bien, avoir des dents normales, pas des dents pourries. Pourquoi on lui a rajouté des dents pourries? On lui a rajouté tout ça. Ça m'a un petit peu gênée, ça. Ouais. C'est la partie qui m'a... Donc, à chaque fois qu'ils apparaissaient, ça me cassait un petit peu le rythme de l'histoire, alors que finalement, ça aurait été bien. Mais c'est intéressant, ça, parce que cette idée que... Je pense qu'il y a peut-être l'idée que représenter des pauvres... disons, valeureux, enfin, beaux malgré leur pauvreté, dignes, humains comme nous, et ça se voit, on arrive à aller au-delà de leur aspect ou de leur pauvreté. C'est une attitude que John Waters trouve elle-même puritaine, c'est-à-dire que ça arrange bien tout le monde, ce misérabilisme, disons, bon teint. En fait, c'est ça, c'est qu'il veut affirmer un mauvais goût qui ne peut pas être réconfortant. Et donc, quelqu'un qui est moche, c'est ça, c'est dans cette idée-là de se réapproprier cette stigmatisation. Oui, alors, je suis moche, et je vais faire une scène où je fais peur à une vache tellement je suis moche. C'est-à-dire qu'il faut au contraire aller dans le sens, accompagner cette stigmatisation en la portant vers l'absurde. Et donc, ça provoque un malaise, de fait. Mais je trouve que c'est une démarche assez intéressante. Et je vous dis, qui est
peut-être proche de celle de la réappropriation de certains mots dans la culture, par exemple homosexuelle, de s'appeler soi-même nous les PD et non pas nous les homosexuels. Voilà. C'est une démarche qui est politique, de ne pas réconforter l'autre en disant ok, j'ai vu que tu as vu que j'étais moche, mais je vais m'arranger un peu et on va se rapprocher. Non, mais je comprends que ce soit pas forcément acceptable en tant que spectateur, mais je pense que ça c'est une toute petite partie de ce que de ce que John Waters a fait dans cette direction-là, quoi. C'est plutôt édulcoré que par rapport à ce qu'il a fait auparavant. Vraiment. Mais alors pour te répondre, est-ce que justement John Waters ne veut pas montrer que les squares sont les spectateurs des rebelles, donc il exagère le regard qu'ils ont sur les rebelles, donc les rebelles sont exagérés dans leur représentation, et réciproquement, parce que les squares sont vraiment ridicules, il les pousse vraiment à fond aussi. Donc j'ai l'impression que c'est un regard, il veut montrer le regard de chacun sur l'autre. Enfin, oui, c'est ce que vous vouliez dire, dans le sens, ils ne sont pas vraiment comme ça, mais ils sont vus, c'est une projection. Mais c'est pas contradictoire. Il y a deux personnages surtout, il y a la grand-mère et la gueule cassée. Ces deux-là, oui, le fait qu'il combine effectivement des statuts différents, des statuts de représentation d'outrance, disons, différents, c'est intéressant parce que là encore, c'est comme ce que je disais sur le premier degré et le second degré, sur le fait de montrer l'opposition violente entre ces classes et en même temps d'embrasser l'ensemble dans une espèce d'atmosphère de joie malgré tout, qu'apporte la comédie musicale, bon enfant, que les deux musiques ne s'opposent pas tant que ça, que les chansons au départ sont assez opposées et puis en fait il y a du rock chez l'un, la fille qui chante aussi du rock et il y a beaucoup de transfuges de classe. C'est aussi cette idée de mélanger effectivement des personnages qui vont du côté de cette outrance. C'est pas contradictoire ce que vous dites sur le fait qu'il montre que chacun est le spectacle de l'autre, c'est-à-dire chacun croit que l'autre est plus autre qu'il n'est au fond. Bon, voilà, donc c'est une sorte de fond humaniste, me semble-t-il, de dire que on se fait soi-même ces scènes imaginaires, ces scènes au sens de mettre l'autre devant soi mais séparé par la rampe, quoi. Et voilà, c'est le spectacle du pauvre ou le spectacle du riche, mais au fond tout ça est un enchevêtrement de projections les uns par rapport aux autres. Au fond, ce que vous avez vu, si vous êtes venu voir French Cancan de Renoir, ça joue aussi là-dessus. Comment on va vendre de la canaille pour millionnaires en ouvrant un cabaret très cher, mais en montrant les fleurs de pavé, les prostituées de Montmartre, etc., mises en scène dans des numéros. Bien sûr qu'il y a une réflexion sur le fait que la société, c'est une imbrication de petits théâtres. Et où autre part que dans une comédie musicale, c'est le lieu de montrer ça, puisque la comédie musicale est le genre le plus avoué, proche du théâtre, du spectacle, et c'est surtout un genre qui valorise le spectacle. Donc tout de suite, on a une complexité politique, puisque dans une comédie musicale, on ne peut pas dire « Ah ben nous le spectacle, non », puisque ça n'est que ça, la comédie musicale. Et vous vous souvenez de Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie, ça n'est que embrasser ce spectaculaire. Partir d'une idée que le vrai comédien, c'est l'acteur shakespearien, c'est l'élite, c'est la littérature, etc. Et puis dire, non, aujourd'hui, c'est au cinéma chanté, c'est dans le spectacle, c'est dans la joie, dans la couleur, dans la parodie, dans le faux, qu'on peut trouver l'authenticité, y compris l'authenticité amoureuse. Donc, c'est évidemment un lieu où on sait que tout est spectacle et où c'est très complexe parce que ce spectacle, il peut aussi mener à des guerres de classe et à une oppression, à un aveuglement d'une classe envers une autre ou d'une couleur de peau envers une autre, etc., qui politiquement va loin. Enfin, qui politiquement, d'une certaine façon, on peut tuer l'autre si l'autre n'est qu'une image. Vous voyez ce que je veux dire ? À force de le voir uniquement par ses propres projections, son humanité nous échappe, quoi. Donc c'est en fait assez complexe. Il y a une scène qui est intéressante aussi en parlant de spectacle, c'est lorsque les prisonniers sont au cinéma, ils sont devant un film d'horreur, en fait ils n'ont pas peur du tout, ils sont écroulés comme ça avec leurs lunettes, et puis au moment où les deux affreux sortent de l'écran, se courent après, et là ils se mettent à avoir peur. Et alors ça irait dans le sens de choquer Sandrine, parce que
ça voudrait dire qu'ils sont encore plus moches qu'un monstre. Oui, mais parce que ce qui fait peur, c'est aussi le réel. Alors on se croirait dans les Carabiniers de Godard, c'est aussi ce qui sort de l'écran. Mais ce qui est drôle, c'est que ce spectacle, cette situation de spectacle, qui, comme par hasard, et vous avez raison de le rappeler, est montrée dans le film, puisqu'il y a ces lunettes 3D, des films 3D de l'époque, La créature du lac noir, etc., et qui sont montrés comme... me semble-t-il, une espèce de tourniquet, c'est-à-dire qu'ils ont peur, ils n'ont pas peur du film qui est censé leur faire peur, ils ont peur des vrais monstres sociaux, disons des cas sociaux qui débarquent sur la scène, mais en fait c'est jamais fini, c'est-à-dire que et en même temps il rit. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand les policiers essayent de fendre la foule et qu'ils leur tirent les jambes pour pas qu'ils avancent, on voit que les gens avec les lunettes, qui sont les spectateurs avec les lunettes, rient en même temps et qui sont encore au spectacle, vraiment comme au cirque ou pas comme au cirque, mais comme dans un train fantôme. C'est ça. C'est plutôt ça, le modèle de spectacle, ce serait plus le train fantôme que le cirque. Cette idée qu'il y a une rampe, on voit bien qu'il y a une situation de spectacle avec des spectateurs et des gens qui sont les performeurs, mais qu'en fait tout ça est toujours sur le point de se rompre. La rampe est sur le point de se casser et les gens de se déverser dans la salle. Et réciproquement, la salle peut agripper aussi les performeurs. Et c'est peut-être ça un fantasme de la comédie musicale, y compris à l'écran. C'est-à-dire que c'est difficile à faire en vrai à Broadway. Je pense qu'à Broadway, ça ne se pratique pas. En fait, c'est des tellement grosses productions que cette rupture-là, elle est impossible. Mais au cinéma, c'est autre chose, puisqu'on perd la troisième dimension. Que perd le cinéma ? Enfin, ça, c'est Gene Kelly qui avait réfléchi à ça, et c'est pour ça qu'il a bougé la caméra, qu'il a été vraiment metteur en scène de la comédie musicale dans les années 40 et 50. C'est qu'il a dit, mais en fait, quand on passe au cinéma, on perd la troisième dimension. Or, dans la danse, c'est très important, parce que c'est important l'épaisseur du corps, la profondeur, le rond, le côté rond qu'on a dans le corps, et puis bien sûr les déplacements. Donc cette profondeur, elle est complètement aplatie au cinéma. Comment est-ce que je vais faire pour bouger ma caméra de telle manière à ce que ça recrée une impression de troisième dimension. Alors évidemment, quand c'est du cinéma 3D, années 50, ça n'est qu'une illusion de c'est une parodie de 3D. C'est pas du tout ça qui est recherché dans la mise en scène, par exemple, de Gene Kelly. Mais je veux dire que cette question de comment exorciser l'absence de troisième dimension au cinéma, le fait que le cinéma, au fond, ça n'est toujours que de la 2D, et que c'est un problème pour quelque chose qui vient du spectacle scénique, eh bien peut-être que l'une des réponses, c'est ça, c'est-à-dire de montrer des situations où la rampe n'existe plus, elle est brisée, et où ce qui devrait être séparé se mélange. Et c'est quand même un peu le thème du film, ces deux classes qui ne devraient pas se mélanger et qui finalement se mélangent au sens vraiment physique, où ils vont faire des enfants, quoi, où il va y avoir... Oui, je te passe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les circulations qui sont étonnantes dans la prison. Ceux qui sont à l'extérieur, qui rentrent, on ne sait pas comment. Enfin, il y a quelque chose de très étonnant dans cette scène. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, et puis qui ne devraient pas être en prison, pourquoi ils sont là, comment ils ont pu rentrer, comment on a pu y laisser passer. Il y a cette espèce de circulation impossible et qui se fait quand même dans ce passage-là. Je pense que c'est une dimension de mise en scène du film qui nous apparaît pas forcément tout de suite, mais vous avez raison, que ça crée que tout comment faire communiquer, quoi. Comment faire communiquer. Donc ça commence avec la scène du vaccin et les deux qui se regardent et qui sont piqués, qui sont interpénétrés, on pourrait dire, avec l'aiguille. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dedans, quoi. Il faut rentrer dans la chair. Il y a quelque chose malgré tout de très organique, malgré cette apparente, cette espèce de vernis rétro qu'on voit dans d'autres films. Il me semble que là, on le voit, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus... qui circule effectivement beaucoup plus. Alors, c'est thématisé dans la mixité sociale, mais c'est aussi dans la mise en scène... ces couloirs, ces faux conduits, ces choses où on croit sortir, en fait, on est toujours encore dedans.
on croit sortir de sa classe et on est encore dedans. Je veux dire, la transfuge de classe, la rousse qui a vraiment pas un beau rôle, celle qui court après Cry Baby et qui dit j'attends un enfant de lui, j'attends un enfant de lui, une espèce de fiction, enfin. Et à la fin, elle monte le poupon et elle dit voilà, I'm a square, et j'ai l'enfant. C'est à la fois c'est complètement macabre, enfin il y a quelque chose de très bizarre, et en même temps on a l'impression qu'elle ne peut pas tant que ça sortir de sa classe. Enfin, donc ces circulations-là, on peut se demander si elles sont vraies ou fausses, enfin s'il y a un dehors. Ce que dit la grand-mère. Oui, tu seras toujours une traînée. Tu as beau être une... Oui. Oui. Ouais, je ne sais pas quoi penser de cette phrase. J'avoue que c'est effectivement, c'est dit plusieurs fois. Justement, je trouvais que pendant tout le film, finalement, on demandait à l'héroïne, bon, je me souviens plus son prénom, il fallait qu'elle choisisse. C'est-à-dire qu'elle voulait essayer un peu l'un, un peu l'autre, donc Alison. Et donc à chaque fois, il y avait toujours son prétendant qui disait maintenant, il faut que tu choisisses. Et finalement, c'est ça qui fait un peu le bazar dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne sait pas, elle, si elle veut être dans l'un, dans l'autre. En fait, elle voudrait être dans les deux. Et finalement, il faudrait que tout ça, ça se mélange pour que tout aille bien et qu'elle puisse être une coincée chez les rebelles. Enfin, voilà, passer de l'un à l'autre. Donc, tout le film, on lui demande à un moment de choisir. Et elle ne veut pas choisir. Ce qu'elle veut, c'est que tout ça puisse se mélanger. Donc, ça revient à ce que vous disiez. D'une espèce d'utopie impossible, quoi. Voilà, à la fois amoureuse ou possible. Et je voulais rebondir, c'est que vous parliez justement de Chantons sous la pluie, et moi j'avais bien aimé la scène où on voit tous les enfants là qui sont à l'adoption, et ça me rappelait un petit peu, alors je sais plus c'était quoi le titre, c'était Beautiful Girl ou je sais pas quoi, dans Chantons sous la pluie justement, où on voit ces femmes en couverture de magazines, et là pareil les enfants étaient présentés, ça revient, on avait vu dans un autre film aussi, on avait ce genre de scène où on a, donc, est-ce que c'était un clin d'œil, mais en tout cas, ça m'a rappelé un petit peu ça. Oui, c'est important parce que ça ramène ce qu'on avait dit sur Parade de printemps de Charles Walters avec Fred Astaire et Judy Garland qu'on avait passé, qui était l'une des raretés dans ce qu'on avait passé. Et j'avais essayé de dire que le défilé, puisque Parade de printemps, c'est ça, une parade, c'était un défilé, était sans doute l'espèce de modèle de mise en scène de la comédie musicale. Comment au cinéma on peut faire ça, feuilleter. Enfin, soit passer et puis soit même on avance et donc on voit des choses différentes, soit à l'inverse, quelqu'un défile pour vous. Il y a des défilés de mode, il y a toutes sortes de représentations du défilé ou de la parade possible. Et pourquoi est-ce que ça se présenterait comme une sorte de modèle, de modélisation d'une comédie musicale ? C'est parce que sur scène, avant les spectacles narratifs musicaux, il y a les revues, c'est-à-dire une série de numéros qui n'ont pas vraiment de rapport l'un avec l'autre, mais voilà, ça défile sur scène et vous voyez des artistes de music-hall différents, et ça vient de là. Et puis ensuite, on se dit non, mais il faut faire une histoire. Alors au début, on se dit, faisons une histoire où c'est l'histoire de gens qui font du music-hall, donc ils font un numéro après l'autre. Bon, ça va bien, mais en réalité, après, on veut des vraies histoires, et donc en gros, il faut un couple, il faut une histoire d'amour, souvent, c'est ça, le récit de comédie musicale s'articule là-dessus. Donc en ça, c'est pas complètement fou qu'on retrouve effectivement de la comédie musicale classique ces éléments de mise en scène. D'abord le couple, la formation du couple avec cette rencontre au début avec le vaccin, et puis à l'intérieur des petites broderies de ces modèles. Et vous avez raison, le moment où ils vont voir les enfants en cage, d'abord c'est d'une violence extrême. Et puis il y a un côté, la façon dont les enfants sont représentés, c'est des miniatures, bien sûr, c'est des adultes miniatures, et ils sont délibérément représentés comme ça, pas juste pour être mignons, mais aussi, me semble-t-il, parce que les enfants font partie, enfin, peut-être je me trompe, mais l'enfance est l'une des marginalités du film, d'une certaine façon. Il y a des moches, il y a des gros, et puis il y a des enfants, et au fond, c'est les sans-droits, quoi. C'est ceux qui n'ont pas de statut. Et la preuve, les enfants, on les retrouve derrière comme des animaux dans un magasin de... Oui. Les prisonniers, ouais. Donc je pense que l'enfance est aussi traité comme ça. Et puis dans la chanson de prison, je suis en prison parce que je suis en prison jusqu'à ce que j'ai 21 ans. C'est ça. Là, c'est vraiment le discours du teen movie. C'est-à-dire on me condamne, la société me condamne parce que je suis jeune et que
j'ai pas encore légalement l'âge, quoi. Donc on me met en prison. Bon, ça c'est un classique de la rébellion, mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé à remonter encore avant et à faire ça, à montrer que les tout petits enfants, ils sont eux-mêmes aussi opprimés, quoi, et privés de leurs parents, avec la teen mother, qui est la sœur de Pepper, la sœur de Cry Baby. Ouais. Alors, je pense pas que ce soit directement inspiré de ce défilé de mode de Chantons sous la pluie, mais je pense que ça vient de cette récurrence du feuilletage, du défilé, de la parade dans la comédie musicale. Ouais. De même qu'ils ne s'embarrassent pas pour passer d'une scène à l'autre, comme il y a quand même cette idée que c'est un film jukebox aussi, des fois c'est vraiment, on passe d'une scène à l'autre de manière complètement cut, on a comme un numéro différent qui commence, et une chanson différente qui commence, et c'est tout. Et on n'a pas de prétexte narratif, on n'a pas de fondu enchaîné, on n'a pas de transition, et c'est comme ça, on passe d'une chanson à un autre et d'une situation à une autre. Donc aussi dans cette idée que l'ancêtre de la comédie musicale, c'est le musical, et que voilà, maintenant, place à autre chose, et on avance, quoi. C'est presque le cirque, oui. Moi, c'est vrai que je pensais au train fantôme, parce que je pense qu'il y a une provocation délibérée, une transgression et un acte sur le spectateur, qui est cet acte de transgression qui est montré quand on se déverse dans la salle et qu'on touche le spectateur. Tout à coup, en tant que spectateur, être touché, c'est aussi ça. Et c'est aussi la phobie des riches d'être touchés, vraiment, par les pauvres, quoi. Donc il faut bien qu'ils soient crasseux jusqu'au bout, qu'ils soient affreux, sales et méchants, sinon ils font pas peur. Politiquement, c'est important. Enfin voilà, c'est ce côté train fantôme que je pense que John Waters apprécie particulièrement, même si il s'est assagi par rapport à des films précédents, mais parce qu'il a aussi montré que cette culture-là s'auto-récupère. Vous l'avez vu dans l'extrait de Hairspray, hein, on passe à la télé, on imite la télé, enfin voilà, tout ça se recycle, et lui-même recycle aussi un cinéma qui date à la fois des années 50, à la fois de la fin des années 70, voilà. Donc il sait que... Mais ça, c'est très punk, disons, comme attitude, de savoir que tout est commercialisable, tout est... mais de pas pour autant se placer dans une posture de pureté par rapport à ça. D'y aller soi-même, quoi, de se salir les mains, d'une certaine façon. Bon. En même temps, est-ce qu'on peut avoir encore du John Waters aujourd'hui ? Je me posais la question. Est-ce que ce serait trop... Est-ce qu'il y a quelque chose de politiquement incorrect qui ne passerait pas du tout ? Je sais pas. En même temps, les marginalités, j'ai l'impression, s'expriment beaucoup plus. Je dis pas que en fait, le monde est meilleur. C'est pas du tout. Mais en tout cas, que la représentation de toutes les marginalités... Aujourd'hui ? Ouais, j'ai l'impression est plus... C'est nouveau. Non, mais je veux dire que... Non, mais sur Internet, je veux dire, tout est beaucoup plus visible et je sais pas comment dire, en termes de représentation. D'accord, mais au cinéma, en tant que le cinéma n'est aujourd'hui, pour pouvoir être vu dans des salles, tout ce dispositif cinéma qui sanctuarise l'œuvre, et donc l'œuvre doit avoir un certain standard et doit avoir à Hollywood un certain degré de partageabilité avec tout le monde et avec les familles. Du coup, forcément, ça standardise ce qu'on peut montrer. Donc... ça s'adresse au monde entier, typiquement Disney, et qui ne fait pas que des films d'animation, bien sûr, pour enfants, et dont des films dans lesquels joue Johnny Depp, toute la série Pirates des Caraïbes. Bon. Donc bien sûr, il faut que ce soit digérable. L'industrie a changé aussi, l'industrie du cinéma. Mais je pense qu'il y a d'autres canaux, et qu'effectivement, des canaux sur Internet, ça a été à un moment la télé-réalité, la télé trash, dont d'ailleurs... Ricki Lake, donc celle qui joue la sœur de Cry Baby et qui joue dans Hairspray aussi, a été une animatrice, pas de trash, mais quand même d'émissions de télé très, très populaires. Et puis là, ça se répand, je dis pas ça se réfugie, ça se répand plutôt sur Internet, quoi.
Oui, il est chevalier des arts et lettres en France. 2018, il a eu la médaille à New York. Non mais oui, lui-même est plus vraiment marginal en tant qu'artiste. Mais moi, j'ai un peu l'impression que Cry Baby, c'est un peu d'une certaine manière le sommet de sa carrière, pas de sa carrière, mais de son œuvre en fait. Et qu'après, en fait, ces films ils me semblent beaucoup moins intéressants. Alors moi, j'ai vu le suivant avec la mère. Cyril Mother. Ouais, bon. Ouais. Non, mais déjà ça, je pense que c'est un point de basculement, Cry Baby, parce qu'on sent que le mordant est un peu tempéré aussi par cette joie dont tu parles, par le soin apporté au. Oui, mais il l'a fait pour Universal, c'est un gros film, et c'est en ça que je dis que c'est un peu aussi un point d'équilibre, mais de bascule aussi. Oui, parce que c'est parfois plus intéressant de pouvoir faire une part de marginalité à l'intérieur du système. C'est une question qu'on se pose toujours quand on... Voilà, même moi, au Cahier du cinéma, je me suis posé la question de bien avant, de savoir si j'écrirais complètement hors ou si j'essayais de rentrer dans ce qui m'apparaissait dans quelque chose de plus institutionnalisé. En réalité, c'est tout petit. Mais se pose cette question-là de continuer dans la marge, mais avec un public très très réduit, ou bien de rentrer dans le système, d'essayer de le changer de l'intérieur, tout en sachant qu'on va se faire grignoter de toute façon aussi par lui. Donc je pense que ça se pose à tout cinéaste, et a fortiori à un cinéaste aussi, disons, agressivement transgressif qu'il a pu être, lui, au début des années 70. Mais le punk aussi n'arrête pas de se poser ça. Poser la question de c'est quoi le cinéma aujourd'hui, parce que le cinéma c'est une technique. Non mais oui, mais enfin j'ai lu les cahiers là, j'ai lu les cahiers de ce mois-ci, et justement il y a une angoisse sur les salles de cinéma qui sont plus fréquentées. Et c'est quoi le cinéma? C'est-à-dire que de plus en plus, si on veut être en salle, on va pas pouvoir montrer même ça. C'est-à-dire, dire même quelqu'un qui est moche, dont on voit que c'est pas une mocheté, disons artificiellement faite sur ses traits, parce qu'il y a ça dans par exemple les frères Farrelly, sur une femme grosse, et en fait c'est Gwyneth Paltrow qui la joue avec une baudruche, etc. Non, John Waters, c'est pas ça, c'est qu'il est avec une troupe de gens qui sont comme ils sont au départ, et on en rajoute. Est-ce qu'on peut encore faire ça dans la mesure où il y a moins de spectateurs? Et donc s'il y a moins de spectateurs, on va aller soit d'un côté dire venez voir mon film, c'est du grand art, et donc sans doute il va falloir avoir des pauses autoristes et pas populaires, pas recycler une culture populaire, ou alors à l'inverse il va falloir être pour toute la famille, comme Hollywood fait ça depuis très longtemps, mais disons que ça se polarise et ça se durcit dans la mesure où il n'y a pas que le cinéma maintenant, et qu'on peut voir des films sous toutes leurs formes partout, de YouTube aux plateformes. Donc oui, ça se gâte pour les marginaux qui veulent faire vraiment du cinéma. Là, ça devient... Oui, ça veut dire, quand quelqu'un me dit « je vais au cinéma », je me dis « bon, d'accord ». Ou moi, quand je dis « je vais au cinéma », parce que le cinéma, finalement, c'est une technique. Après, avec cette technique, on peut faire 10 000 sortes de films. Enfin, aujourd'hui, c'est pas 10 000, c'est effectivement ceux qui rapportent de l'argent et les autres. Mais comme vous dites, je ne sais pas comment ils vont faire pour tenir en face de cette machine qui broie finalement. En tout cas, le cinéma, il me semble que le fait qu'on ait parlé, qu'on ait décelé, par exemple dans un film comme ça, des situations de scène comme ça, où il y a en fait les uns qui sont les spectateurs des autres, etc., ça rappelle que pour moi le cinéma, c'est d'abord un dispositif, qui est que l'image vient de derrière nous, qu'elle est plus grande que nous, qu'on est ensemble dans un lieu dans le noir, etc. Donc pour moi le cinéma, c'est quand même d'abord un lieu qui par extension donne son nom aux œuvres qui sont destinées à ce lieu, mais voilà, c'est quand même d'abord un lieu. Donc, pardon ? Alors que la télé, c'est un meuble. Alors là, oui, c'est la fameuse phrase que la télé est un meuble. Mais je veux dire, en disant ça, bien sûr, on a l'air de s'accrocher à des... Mais si on se rappelle que le cinéma est d'abord ce lieu, ça veut dire que c'est ce dispositif particulier, et que c'est ce dispositif-là qui peut devenir un souvenir, en fait, qui peut ne devenir qu'un souvenir dans la civilisation. Ah oui, avant, la lumière venait de derrière,
Elle était plus grande, elle était projetée devant. Ça nous paraissait encore il y a 20 ans quelque chose d'établi pour toujours. Donc, mais c'est fou qu'on finisse le cycle là-dessus. Je proteste. Non, mais on va programmer Pink Flamingos. Oui, voilà, c'est ça. Vous viendrez tous le voir. Et non, mais je pense que si vous venez au cycle suivant, ça me fait une transition. D'ailleurs, vous l'avez vu avec la fin de la bande-annonce de Jean-Paul, qui m'a fait un peu penser à Cry Baby, bizarrement, cette Myriam Hopkins qui embrasse goulûment Maurice Chevalier, puis qui dit ça c'est moi, puis qui le réembrasse, et ça c'est moi, et c'est encore moi. Je crois que cette subversion-là, on peut la trouver dans des films qui ne sont pas aussi ouvertement marginaux et outrés, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Et on la trouve très certainement chez Lubitsch. Lubitsch, souvenez-vous, venant du théâtre allemand, venant de quelque chose de délibérément lourdingue et outré, et en ayant fait autre chose une fois qu'il passe au cinéma et dans la comédie sophistiquée, mais utilisant quand même le côté graveleux de Maurice Chevalier. Donc voilà, j'espère qu'on va garder dans cette combinaison Lubitsch-Wilder quelque chose de suffisamment subversif pour qu'on se dise qu'il faut qu'on le voit absolument ici. Il y a un film de Wilder qu'on passe pas parce qu'on l'a déjà passé avec Jack Lemmon qui s'appelle La Garçonnière. Oui. Et donc, vous aurez donc un nouveau ciné-club l'année prochaine qui s'appellera La Garçonnière avec un S. Ouais. Voilà. Bon, on en reparlera la prochaine fois. En tout cas, merci d'être venu et resté pour ce film bizarroïde. Et j'espère que vous viendrez en octobre. En octobre pour donc le lieutenant Souriant. Oui, le lieutenant Souriant. Voilà, n'oubliez pas le cinéma pendant l'été. Merci Charlotte.